Passons maintenant à d'un simple brin. Dans l'ARN, le sucre est le ribose, alors que le sucre de l'ADN, c'est le désoxyribose. Dans l'ARN, il n'y a pas de thymine et la base thymine est remplacée par l'uracile dans l'ARN. De même, l'ARN est synthétisé à partir de l'ADN au cours de la transcription, l'Stincer. Il y a des enzymes transcriptases inverses qui permettent au virus ARN de synthétiser de l'ADN à partir de l'ARN. Normalement, on part de l'ADN vers l'ARN, mais pour passer de l'ARN vers l'ADN, on a besoin d'une enzyme transcriptase inverse. Il faut savoir qu'il y a deux grandes classes d'ARN. Il y a d'une part les ARN codants et d'autre part les ARN non codants. C'est quoi un ARN codant? Un ARN codant, c'est un ARN qui va être traduit en protéines. Ça veut dire c'est l'ARN messager qui sera traduit en protéines. Il faut savoir que l'ARN codant est minoritaire. Il ne constitue que 2% de l'ensemble des ARN, alors que l'ARN non codant, qui ne sera pas traduit en protéines, il est majoritaire. Il constitue 98% de l'ensemble des ARN. Je vais vous donner des exemples. À titre d'exemple, l'ARN ribosomique, donc qui forme le ribosome. L'ARN de transfert impliqué dans le phénomène de la traduction, donc de l'ARN messager vers la protéine. D'accord? Donc la traduction, tarjama. Et on a aussi des petits ARN et des longs ARN non codants qui ne codent pas des protéines, mais qui ont un rôle important dans la régulation de l'expression des gènes. Quand je dis l'expression des gènes, c'est passer d'un gène vers une protéine. C'est ça l'expression. Maintenant, on va aborder l'ADN des différents êtres. Le génome, c'est l'ensemble des informations génétiques ou le patrimoine génétique d'un être vivant ou d'une espèce. À l'exception de quelques virus, le génome des êtres vivants est toujours constitué d'ADN double brin. Quelles sont les différences entre les espèces concernant leur ADN? Donc, ces différences portent sur le nombre de molécules d'ADN. On a une molécule d'ADN chez les virus ou plusieurs dans une cellule animale ou végétale. Par exemple, l'être humain, il a 46 molécules d'ADN. La différence porte aussi sur la forme de la molécule d'ADN. On peut avoir une molécule d'ADN qui a une forme linéaire, comme l'ADN nucléaire. On a des chromosomes, ils ont une forme linéaire, ou circulaire, comme on va voir tout à l'heure, l'ADN mitochondrial. Les différences portent également sur la localisation des molécules d'ADN dans la cellule. Donc l'ADN séparé ou non du cytoplasme par une membrane nucléaire. Les différences portent aussi sur la séquence des bases. Donc les séquences de bases différentes vont donner des messages différents. De même, ces différences portent sur la longueur des molécules d'ADN. Donc, cette longueur varie de quelques milliers de nucléotides aux plusieurs milliards de nucléotides répartis sur plusieurs chromosomes. Il faut savoir qu'il n'existe aucun lien entre la taille du génome et sa
complexité génétique. Regardons par exemple la taille du génome humain qui correspond à l'Homo sapiens. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a à peu près 3 milliards paires de bases. Alors que la taille, regardez, les lilas, ce sont des plantes, la taille de leur génome est de 120 000 milliards paires de bases. C'est gigantesque. Mais ce qui prouve qu'il n'y a pas de lien entre la taille du génome et la complexité génétique. Donc, la quantité d'ADN est environ 10 fois supérieure à la quantité nécessaire pour le codage des gènes. Maintenant, passons au matériel génétique des eucaryotes. Chez les eucaryotes, l'ADN des eucaryotes est situé dans le noyau. Ça, c'est le génome nucléaire. Et chaque chromosome contient une très longue molécule d'ADN. Donc, le chromosome correspond à une molécule d'ADN. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit au départ, que les génomes des eucaryotes ne sont pas exclusivement, uniquement, seulement nucléaires. Je vous ai dit, à côté du génome nucléaire, matériel génétique ADN à l'intérieur du noyau, on a du matériel génétique, de l'ADN mitochondrial au niveau des mitochondries chez les êtres humains et les animaux. Et on a aussi de l'ADN extranucléaire au niveau des chloroplastes chez les plantes supérieures. Linéaire. Il faut savoir que l'ADN nucléaire est associé à des protéines nucléaires, des protéines histones et non histones qu'on va voir tout à l'heure, pour former la chromatine. Donc, l'ADN nucléaire humain est associé à des protéines nucléaires. Donc, il n'est pas seul, il n'est pas nu. Il est associé à des protéines nucléaires. De même, l'ADN nucléaire humain contient seulement 1,2% de séquences codantes. Donc, 98,8% de notre génome est non codant. Quand je dis non codant, ça veut dire qu'il ne sera pas traduit en protéines. Là, c'est très important. De même, l'ADN nucléaire est formé de 50% d'ADN répété. C'est quoi un ADN répété? Concernant cet ADN répété, donc on a dit que l'ADN humain nucléaire est constitué de 50% d'ADN répété. C'est de l'ADN extragénique qui ne correspond pas à des gènes. Il y a plusieurs types d'ADN répétés, comme vous le voyez ici sur ce tableau. Je vais prendre juste l'exemple de l'ADN satellite classique, l'ADN mini-satellite et l'ADN micro-satellite. Pour l'ADN satellite classique, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez ici? Il y a de grands rectangles qui sont répétés n fois. Donc, chaque rectangle correspond à un motif de répétition. Un motif de répétition, c'est une succession de bases qui va se répéter n fois. Et ce motif de répétition, sa taille donc est de l'ordre de 100 à 6500 paires de bases. Donc de 100 à 6500 bases dans un brin d'ADN et 100 à 6500 bases dans l'autre brin de la même molécule d'ADN. Donc vous voyez la taille
de la séquence qui se répète est très longue. Elle varie entre 100 à 6500 paires de bases. Passons maintenant à l'ADN mini-satellite. Regardez la taille des rectangles. Elle est plus petite que celle de l'ADN satellite classique. Tout simplement parce que la taille de ces rectangles est plus courte, puisque la séquence la taille de séquence qui constitue le motif de répétition de l'ADN mini-satellite varie de 10 à 100 paires de bases. Alors que pour les microsatellites, c'est l'ADN répété qui a un motif qui se répète de très courte taille, qui varie entre 2 à 10 paires de bases. Donc, c'est une séquence de 2 à 10 paires de bases qui va se répéter une fois. Il y a l'exemple de CA repeat. C'est CA qui va se répéter une fois. CA, 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 ainsi de suite. Donc, l'ADN répété, c'est de l'ADN extragénique qui ne correspond pas à des gènes. Donc, toujours dans les caractéristiques de l'ADN nucléaire humain. L'ADN nucléaire contient des introns. Si vous rappelez la structure d'un gène, Gina Alwiratia que vous avez vu au lycée, donc un gène est constitué d'une succession d'exons et d'introns. Après l'exon 1, vous avez l'intron 1. Après l'exon 2, vous avez l'intron 2. Et ainsi de suite. Quand vous passez à l'ARN messager, donc les exons, c'est ce qui est en bleu et bleu foncé. Donc, dans l'ARN messager, l'ARN Rasoul définitif, mature, on ne trouve pas les séquences correspondant à l'intron. Et les exons, les séquences qui sont au niveau des exons, c'est ce qui correspond à des codons au niveau de l'ARN messager. Les codons, c'est le wahadat al-ramziya. D'accord? Alors que les séquences de l'intron, au niveau d'un gène de l'ADN, ils ne vont pas être présentes au niveau de l'ARN messager. C'est ce qu'on va voir lors de l'épissage qui sera traité dans le cours de la transcription. Donc, on a dit que l'ADN nucléaire contient des introns. Et le code génétique pour l'ADN nucléaire humain est classique. C'est le code génétique universel. Donc, ce code génétique, selon ce code génétique, par exemple, on a le codon d'initiation. La traduction de l'ARN messager en protéines par le ribosome commence par le codon d'initiation qui est l'ATG au niveau du gène et l'AUG au niveau de l'ARN messager. Quand on a un AUG au milieu d'un gène, il correspond à l'acide aminé méthionine. Prenons un autre exemple. CCA ou CCG correspondent à l'acide aminé proline. Si on prend la CAU ou CAC, c'est des codons, ils correspondent à l'histidine. On va revoir tout ça dans le cours de la traduction Tarjama. Et puis, on a 3 codons qui ne codent pour rien, qu'on appelle les codons stop, à savoir UAA, UAG, UGA. Donc, on vient de dire que le code génétique est classique pour ou universel pour l'ADN nucléaire humain. De même, la transmission est mendélienne. Donc, l'ADN nucléaire humain se transmet selon les lois de Mendel. Vous connaissez, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre génétique formel quand on va traiter les modes de transmission mendéliens, à savoir autosomique, lié à l'X, récessif au dominant. Donc,
récessive متنحي, dominant سائد. On va voir ça dans le chapitre ou plutôt dans le cours de génétique. Maintenant, passons à l'ADN mitochondrial. Vous vous rappelez, je vous ai dit que l'être humain et les animaux ont plus de l'ADN nucléaire contenu au niveau du noyau. On a un autre ADN cytoplasmique à l'intérieur des mitochondries. C'est ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. La taille du génome haploïde mitochondrial est de l'ordre de 16,6 10 à la puissance 3 paires de base. Il faut savoir que chaque mitochondrie contient 2 à 10 ADN mitochondrial. Donc, on a 2 à 10 molécules d'ADN mitochondrial par mitochondrie. Et vous savez, une cellule, elle contient plusieurs mitochondries. Donc, en général, on a 8000 copies d'ADN mitochondrial par cellule. Il faut savoir que le nombre de mitochondries, il varie d'une cellule à l'autre. Parce que, quelles sont les cellules ou les organes qui contiennent le plus de mitochondries? Ce sont les organes qui consomment le plus d'énergie, à savoir le système nerveux central, dans le cerveau, à savoir les muscles, à savoir le cœur et à savoir le foie. Ce sont les organes qui consomment le plus d'énergie, donc ce sont eux qui vont contenir le plus de mitochondries. Et si on a des anomalies au niveau de l'ADN mitochondrial, donc ces anomalies vont toucher ces organes-là. Il faut savoir que l'ADN mitochondrial contient 13 régions codant des protéines. D'accord? Donc, comme vous le voyez sur le schéma à droite, la structure de la molécule est circulaire. Donc, l'ADN mitochondrial est circulaire. Et il contient 2 brins. Il y a un brin à l'extérieur qu'on appelle le brin lourd, donc, et qui contient de nombreux gènes et des ARN codants. Et puis, on a à l'intérieur un brin qui est léger. Il faut savoir que cet ADN mitochondrial est 100% codant. Il est 100% codant. De même, il ne contient pas d'ADN répété. Il ne contient pas d'intrants. Par ailleurs, il a un code génétique qui lui est spécifique. Ce n'est pas le code génétique universel classique. Et sa transmission est maternelle. Pourquoi sa transmission est maternelle? Regardons l'arbre généalogique en dessous. Donc, vous voyez, je vais vous faire un rappel. De toute façon, on va voir tous ces symboles dans le cours des modes de transmission. Un cercle veut dire un sujet de sexe féminin. Un carré, c'est un sujet de sexe masculin. Quand le cercle est plein, ça veut dire que le sujet est malade, est atteint. Quand le cercle ou le carré est vide, ce sont des sujets sains, normaux. D'accord? Qu'est-ce que vous voyez? Là, c'est une dame qui est malade et c'est elle qui a transmis à ses enfants. En bas, ce sont les enfants. Ces enfants, ce monsieur, il n'a pas transmis à sa fille. L'autre monsieur, il n'a pas transmis à sa fille. Mais la dame, là, cette fille, elle a transmis à ses enfants. Donc, ça se transmet par les femmes. C'est pour ça qu'on dit que c'est une transmission qui est maternelle. Et pourquoi la transmission de l'ADN mitochondrial est maternelle? Si vous vous rappelez la fécondation, l'IRSAB. Quand il y a fécondation du spermatozoïde, de l'ovule par le spermatozoïde, c'est l'acrosome, la tête du spermatozoïde, qui entre dans le cytoplasme de l'ovule. Mais c'est au niveau de la flagelle qu'il y a les mitochondries du spermatozoïde. Du moment que la flagelle ne va pas entrer à l'intérieur de l'ovule. Donc, ce qu'on va garder dans l'œuf fécondé, ce sont les mitochondries d'origine maternelle. C'est pour ça qu'on dit que la transmission de l'ADN mitochondrial est maternelle.
Là, c'est un tableau qui récapitule les différences entre les caractéristiques du génome humain nucléaire et mitochondrial. Donc, pour la structure du génome nucléaire, elle est linéaire, alors qu'elle est circulaire pour le génome mitochondrial. Donc, le génome nucléaire est associé à des protéines nucléaires histone et non-histone, alors que le génome mitochondrial est nu parce qu'il n'y a pas de protéines associées. Le génome nucléaire haploïde, juste haploïde, il contient à peu près 23 000 gènes, alors que le génome mitochondrial, il contient 13 régions codant de protéines avec un nombre total de gènes de l'ordre de 37. Donc, la séquence codante du génome nucléaire est de l'ordre juste de 1,2%. Donc, 98,8% de notre ADN nucléaire est non codante, alors que le génome mitochondrial est 100% codant. D'accord? Le génome nucléaire haploïde contient de l'ADN répété. 50% du génome nucléaire est répété, alors qu'il n'y a pas d'ADN répété. Il n'y a pas d'ADN répété, il n'y a pas de séquence répétée au niveau du génome mitochondrial. Il y a présence des introns au niveau du génome nucléaire, alors qu'il y a absence des introns au niveau du génome mitochondrial. D'accord? Le code génétique du génome nucléaire est classique, alors qu'il est spécifique pour le génome mitochondrial. Donc, la transmission du génome nucléaire est mendélienne, alors qu'elle est maternelle pour le génome mitochondrial. C'est un tableau à retenir par. Passons maintenant au génome des prokaryotes. Le génome est localisé dans le cytoplasme. D'accord, comme vous le voyez sur ce schéma-là. Il est formé d'une molécule d'ADN unique et circulaire. C'est un seul chromosome. Mais on peut avoir des plasmides à côté du chromosome unique. Donc, ce sont de petits fragments d'ADN également circulaires se trouvant à côté de l'unique chromosome. Qu'en est-il de l'ADN des virus? Le génome des virus est de petite taille. Sa forme peut être circulaire ou linéaire. Ils sont constitués d'une molécule d'ADN qui peut être double brin ou simple brin, ou d'une molécule d'ARN. Seuls les virus sont incapables de se multiplier ou de se reproduire. Voici donc la structure du gène SARS-CoV-2 impliqué dans la pandémie actuelle COVID-19. Maintenant, passons à l'organisation du génome chez les eucaryotes. L'hétérochromatie. Donc, il faut savoir que pour l'hétérochromatine, on en a encore deux types. L'hétérochromatine constitutive et l'hétérochromatine facultative. Donc, l'hétérochromatine constitutive, elle est toujours compacte, elle est toujours condensée et il ne pourra jamais être transcrite. Si elle n'est pas transcrite en ARN messager, elle ne sera pas traduite en protéines. Donc, elle correspond aux régions non codantes. Alors que l'hétérochromatine facultative, c'est une hétérochromatine qui, donc, elle est transcriptionnellement inactive à un moment donné, mais si on a besoin d'une protéine, cette hétérochromatine facultative peut se transformer en euchromatine. Donc, l'hétérochromatine facultative, elle est tantôt inactive en mode hétérochromatine, mais elle peut se transformer
monochromatine. Quand elle est en hétérochromatine, elle est en mode off, éteinte. La transcription ne peut pas avoir lieu. Quand elle va se transformer en euchromatine, elle passe en mode on. La transcription est active, elle peut avoir lieu. Alors que pour l'hétérochromatine constitutive, elle est bloquée en mode off. Toujours, il n'y a pas de transcription. La transcription est inactive. Vous vous rappelez l'un chromosome. Donc, le chromosome est constitué d'un bras court en haut, dera al-qasira, et d'un bras long en bas, dera tawila. Donc, ce bras court est lié au bras long par le centromère qu'on appelle la constriction primaire, José el-Markazi. Il faut savoir que cette constriction primaire qui correspond au centromère, donc, correspond à l'hétérochromatine constitutive. Donc, c'est de l'ADN non codant. C'est de l'hétérochromatine condensée compacte qui ne va pas permettre la transcription. De même, à côté de cette constriction primaire, le centromère, tous les chromosomes, nos 46 chromosomes humains, contiennent le centromère ou la constriction primaire. Mais en plus de cette constriction primaire au centromère, il y a 4 autres chromosomes qui contiennent ce qu'on appelle une constriction secondaire. C'est également de l'hétérochromatine constitutive. C'est de l'ADN non codant qui ne sera jamais transcrit. Donc, ces constrictions secondaires, quand vous les voyez sur le schéma, donc, se trouvent au niveau du chromosome 1, du chromosome 9, du chromosome 16 et du chromosome Y. Donc maintenant, quels sont les composants de la chromatine? Je l'ai dit au tout début du cours, la chromatine, elle est formée par l'ADN associé à des protéines histone et non histone. Donc, pour les composants de la chromatine en matière de protéines, je vous ai dit, il y a des protéines histone et non histone. Quelles sont ces protéines histone? On a la protéine histone H1, la protéine histone H2A, la protéine histone H2B, la protéine histone H3 et la protéine histone H4. Il faut savoir que ces histones sont riches en acides aminés chargés négativement, à savoir la lysine et l'arginine. Donc, quelle est la structure de la chromatine? Il faut savoir que la sous-unité fondamentale de la chromatine est le nucléosome. Et les nucléosomes sont reliés les uns aux autres par des liens internucléosaux. C'est quoi un nucléosome? Donc, comme je viens de le dire, le nucléosome est la structure de base de la chromatine. Comme vous le voyez sur le schéma à droite, donc le nucléosome correspond à un noyau protéique autour duquel s'entoure est enroulé un filament ou un fil d'ADN en bleu. Donc sur le schéma, le noyau protéique a une forme cylindrique. C'est un octamère. Octa, ça veut dire formé de 8 choses. Ici, il est formé de 8 protéines. Ces 8 protéines, ce sont 2 exemplaires de chacune des histones suivantes. H2A, H2B, H3, H4. On a 2 exemplaires de H2A, 2 exemplaires de H2B, 2 exemplaires de H3 et 2 exemplaires de H4, ce qui fait 8 protéines. C'est pour ça qu'on l'a appelé un noyau protéique, un octamère. Cet octamère d'histone forme un cylindre de 11 nanomètres de diamètre et de 6 nanomètres de haut. Dans sa forme B, donc, l'ADN qui est enroulé autour de cet octamère d'histone fait un tour et 3/4
autour du cylindre, soit 146 paires de bases. Donc, ce qu'il faut retenir, nucléosome, c'est la structure de base de la chromatine. Il est formé d'un noyau protéique qui est un octamère de d'histone. D'accord? Et autour de cet octamère d'histone s'enroule le filament d'ADN sous sa forme B et qui fait un tour et 3/4 autour de ce cylindre. Et ces 1 tour et 3/4 de tour mesurent 146 paires de bases. Là, c'est une partie à apprendre par cœur pour l'examen. Donc, passons, je vous ai dit tout à l'heure, que les nucléosomes sont liés les uns aux autres par un lien internucléosomique. Ce lien internucléosomique, comme vous le voyez sur le schéma ci-dessous, est fait par l'ADN auquel est associée une molécule d'histone H1. La molécule d'histone H1 ne fait pas partie du nucléosome. Elle fait partie du lien internucléosomique. Elle se trouve en dehors du nucléosome. Donc, pour récapituler l'organisation du génome des eucaryotes, voyez, on est passé de la double hélice d'ADN dont le diamètre est de 2 nanomètres. Après, cet ADN s'est enroulé autour des protéines histone et non-histone pour former une structure nucléosomale en collier de perles et dont le diamètre est de 11 nanomètres. Donc, cette structure va continuer à se condenser, à se compacter pour former la fibre nucléosomale dont le diamètre est de 30 nanomètres. Donc, cette fibre nucléosomale va continuer à se condenser, se compacter jusqu'à atteindre le maximum de compaction au niveau du chromosome métaphasique. Et là, on va passer à un diamètre de 1400 nanomètres. On est passé de 2 nanomètres au niveau de la double hélice d'ADN vers 1400 nanomètres au niveau du chromosome métaphasique.